Mandala Chakra. Godmantika. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien le bonsoir les amis de Witches Radio, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable soirée parce que nous on est ensemble en tout cas jusqu'aux alentours de 21h dans un nouveau volet de Godmantika. Alors le thème d'aujourd'hui sera justement l'univers magique des chamans. Il faut savoir que le chamanisme est un art, je dirais même un art proche de la nature, inclus dans la nature, qui est assez similaire à celui que pratiquent des sorcières, où il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Et c'est pour ça que ce soir je me dis tiens, on va en parler un petit peu sur Witches Radio dans Godmantika, parce que on traite beaucoup de magie, de sorcellerie, de rituels et de beaucoup de choses d'autres en relation avec l'ésotérisme et le paranormal, et c'est l'occasion peut-être de faire une petite incursion dans l'univers magique des chamans pour voir un petit peu que leur univers à eux est très proche, donc est très similaire au nôtre. Alors si vous avez des questions à me poser par rapport donc au thème de l'émission qui est l'univers magique des chamans, n'hésitez pas donc à me contacter donc à mandala@witchesradio.fr, donc mandala@witchesradio.fr, ou alors également donc sur mon adresse perso qui est mandala@wikaradio.net, donc mandala@wikaradio.net. Tous les mails donc de partage ou de questions seront bien sûr partagés et diffusés sur l'antenne, et j'y répondrai en live sur l'antenne donc à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Donc il y a le formulaire de contact aussi sur le site internet witchesradio.fr, et si vous nous écoutez donc sur une application pour téléphone portable, là également on peut me contacter via le bouton texto de l'application, tout simplement. Voilà, vous m'envoyez un texto, ça s'affichera également sur mon écran de contrôle. Alors je vois que j'ai déjà reçu d'ailleurs un message bien à l'avance de Patricia, ça fait plaisir à lire. Je regarde un petit peu ce qui est arrivé donc aujourd'hui sur ma boîte mail, on était en live, donc on t'en profiter, on va jeter un petit coup d'œil. Ben voilà, donc Patricia prête, c'est bien ce que je disais. Et elle nous dit donc bonsoir Mandala, cette semaine est passée rapidement. C'est avec joie que j'accueille donc le vendredi et mon rendez-vous avec Godmantika, en attendant leur moment donc de relaxation avec mes toutous et la musique de Witches Radio. Ils apprécient eux aussi donc l'ambiance zen de la radio. Gros bisous à toi et à tous mes amis de la radio. Patricia, gros bisous à toi aussi Patricia. N'hésitez pas donc auditeurs, auditrices, si vous voulez me faire un petit coucou. Les boîtes mail sont bien sûr ouvertes. Alors on va nous petit à petit donc rentrer dans l'univers des chamans, et comme vous savez c'est de coutume dans Godmantika, le thème de l'émission s'accompagne d'un thème musical. Je vous ai sélectionné donc dans ma bibliothèque de CD donc deux musiques que j'apprécie, qui pour moi représentent au mieux l'univers des chamans. Je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Il y aura donc des chants plus proches des sorcières également, donc considérés comme chamaniques, et puis on va vraiment rentrer donc dans des rituels de cérémonie. Voilà, je vous en dis, vous allez découvrir donc autant par le partage que je vais faire donc oralement, et autant par la musique qui est la suite un petit peu de ce que je vais dire. Si vous laissez bercer par l'ambiance musicale de l'émission, vous allez également donc apprécier donc ce rayonnement, cette énergie donc chamanique que nous allons diffuser ce soir. Alors important, je le rappelle jamais assez souvent, que pour écouter l'émission Godmantika dans des bonnes conditions, on se met bien sûr dans la pénombre, on allume une petite bougie, on allume une baguette d'encens, et c'est aux effluves donc de la lumière tamisée d'une bougie et aux senteurs donc de votre encens que vous allez vous laisser baigner par la magie de Godmantika. Ensuite, libre à vous donc de vous coucher sur votre lit, votre canapé, ou vous restez simplement assis, mais si vous voulez vraiment nous écouter avec une excellente définition audio, comme on dit dans le jargon, en HD, eh bien, il suffit de passer par l'application pour téléphone portable. Donc, sur notre application pour téléphone portable, vous allez avoir une définition sonore qui n'est pas du tout comparable à celle que vous avez sur votre ordinateur, c'est le jour et la nuit. Ou alors, encore mieux, si vous nous écoutez donc sur Alexia ou sur une radio Wi-Fi Internet ou DAB, vous savez, une nouvelle radio qui propose la DAB et les radios Internet. Là, on rentre dans le summum de l'écoute de Witches Radio. Vous allez découvrir un
façon hi-fi. Vous pourrez plus vous en passer tellement donc la qualité est bonne. Donc voilà, petit conseil d'amis donc pour écouter Witches Radio dans des bonnes conditions. Alors, on va quant à nous commencer par le chamanisme et cette relation qu'a le chamanisme avec la nature et aussi avec la spiritualité. Je dirais même que peut-être le chamanisme peut être considéré comme une philosophie, une religion aussi, pourquoi pas, ça me dérange pas ce terme de religion, qui sera donc une sorte de trait d'union entre la nature et la spiritualité. Le chamanisme est considéré donc comme une des plus vieilles formes de spiritualité de l'humanité. Les chamans donc voient la terre, les animaux et les hommes comme des parties d'une entité entière en évolution, et ils nous mettent donc également en garde contre notre culture occidentale matérialiste qui partout veut donc imposer sa loi du déracinement, rompant donc nos liens avec les forces naturelles de la terre et de l'univers. Et de nombreuses prophéties de chamans parlent d'ailleurs de notre époque comme de l'approche inévitable de la fin du monde. Dans les vieilles prophéties chamaniques, effectivement, donc l'époque qu'on vit actuellement est considérée chez eux comme une époque apocalyptique de fin du monde, et il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Il y a le réchauffement climatique qui nous annonce pas des bonnes perspectives, il y a la pandémie qui nous annonce non plus pas des bonnes perspectives, surtout avec tous les variants qui vont surgir, parce que ne pensez pas que le vaccin est la panacée magique, universelle, parce que vous allez voir que de nouveaux variants vont arriver. Donc voilà, on est vraiment dans un conflit avec la nature, entre le réchauffement climatique qui va petit à petit donc détruire les ressources vitales des humains, la pandémie, et se rajoute à ça donc en cerise sur le gâteau la pollution, que ce soit la pollution atmosphérique, la pollution des océans et de tout ce qui nous entoure. Et voilà pourquoi donc les anciens chamans parlent de notre époque comme une époque de l'inévitable fin du monde, parce qu'en effet, nous sommes donc peut-être en train de détruire progressivement notre propre monde, donc notre propre planète. La pollution de l'air, comme je viens de citer, de l'eau, l'enterrement également de déchets toxiques, la destruction des forêts amazoniennes, la destruction de la couche d'ozone, les variations des températures, l'accumulation d'armes de destruction massive, etc. En plus donc de la pandémie, du réchauffement climatique, donc tout ceci serait le résultat donc de notre abandon des anciennes valeurs chamaniques. Retenez bien cette phrase, c'est la cause de ce qui se produit actuellement. Si l'homme néglige la nature, si l'homme néglige la planète, c'est peut-être parce qu'il y a ce petit côté arrogant de lui-même, mais c'est surtout parce que il y a eu cet abandon donc de nos anciennes valeurs chamaniques qu'on retrouve aussi d'ailleurs parfois aussi, également donc dans le paganisme. Et pourtant donc le chamanisme peut nous apprendre beaucoup. Il touche à la source même de notre conscience, là où s'élabore donc notre attention, notre perception, notre intelligence des réalités, la structuration de nos désirs, de nos créativités, et surtout donc l'énergie de notre corps. C'est important, l'énergie du corps. Le corps qui est en harmonie avec la nature, un peu comme dans la magie aussi, où on dit que nos chakras sont source d'énergie qui vont permettre au rituel d'entrer en fonction, de devenir concret, et même parfois de créer donc ce qu'on pourrait appeler un égrégore magique. Eh bien, l'énergie du corps est quelque chose aussi de sacré chez les chamans, et vous allez voir tout à l'heure dans l'émission que tout tourne souvent d'ailleurs autour de la nature et du corps humain. Et la médecine chamanique est très riche, elle considère donc la maladie du corps et de l'âme comme une sorte de signe de l'ignorance ou même de l'oubli, en tout cas l'oubli momentané de notre nature divine. Donc les chamans considèrent quand même, comme beaucoup de religions, que l'homme est de nature divine. Et quand je parle de l'homme, on est d'accord, on parle de l'humain. Je dis ça au cas il y aurait quelques féministes qui m'écouteraient. Je veux bien dire l'humain, mais voilà, l'être humain c'est quoi? C'est un homme. Voilà, faut faire comme vous voulez. Bon, donc la médecine chamanique est très riche, et elle considère donc la maladie du corps et de l'âme comme un signe de l'ignorance ou de l'oubli, cet oubli momentané de notre nature divine, et chacun de nous donc a le pouvoir et même la responsabilité donc de se guérir, devenir son propre chaman. Et donc guérir votre corps, votre âme et votre esprit, c'est déjà les premiers pas pour renouer ce lien avec la nature, et surtout donc pour devenir votre propre chaman. Le chamanisme est donc une véritable passerelle entre la nature, la magie, la spiritualité, et je dirais même qui permet aussi, parfois dans certains cas, quand on est déjà plus élaboré, d'entrer dans ce qu'on appelle
l'harmonie entre le monde qui nous entoure et notre propre monde intérieur. Et là, je pourrais même rajouter 3 mondes. Il y a le monde qui nous entoure, il y a notre monde intérieur, et également donc ce qu'on pourrait parler donc du microcosme, du macrocosme, donc de l'univers, les étoiles et tout ce qui nous entoure aussi. Et donc l'homme est imbriqué là-dedans, l'homme est de nature divine, et le reconnaître et accepter que la nature devient le temple de l'homme, c'est déjà un premier pas vers ce qu'on pourrait appeler donc créer et faire naître en vous l'homme chaman. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. On est bien dans Godmantica, des messages continuent à affluer sur ma boîte mail, un message qui nous vient de Sisbum, si je prononce bien, donc Sisbum, qui nous dit: bonsoir Mandala et tous les Arcadiens, je suis très contente donc de t'entendre Mandala et de pouvoir dialoguer sur le chat avec cette charmante communauté. Ça fait du bien donc un peu d'échange avec ce confinement. Le thème du chamanisme est très intéressant, merci de le traiter ce soir. Bise Sisbum, j'espère que j'ai pas massacré ton nom Sisbum, mais voilà, c'est comme ça, en tout cas que je le lis de mon côté. Alors je vois un petit peu, je vois que dans l'autre boîte aussi, donc ça se remplit petit à petit. Ça fait plaisir donc de voir qu'on m'écrit de tous les côtés. Ah ben voilà, content de te retrouver, Millenia. C'est Millenia qui nous réécrit, qui nous dit: bonsoir Mandala, retour parmi vous. Désolé pour cette absence inopinée, mais pour des raisons donc qui me sont propres. Mais voilà, mais je n'ai jamais donc cessé, nous dit-elle, d'écouter Witches Radio. À l'écoute donc ce soir, je vous souhaite une bonne émission à tous. Paix, amour, bisous désenchantés, Millenia. Alors content de te retrouver aussi, Millenia. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je n'avais plus lu tes messages donc dans les émissions Godmantica, donc c'est toujours un plaisir de voir que tu es fidèle au poste et surtout fidèle à Witches Radio. Alors quant à nous, donc on va poursuivre le thème du chamanisme et peut-être se poser la question, qu'est-ce que exactement un chaman? Il faut savoir que le chamanisme donc figure justement parmi les médecines les plus ancestrales, mais aussi parmi les premiers moyens donc que l'homme a développé pour contacter le sacré. Donc on peut s'imaginer, le chamanisme pourrait déjà se définir entre un homme chaman qui est une sorte de moyen pour contacter le sacré à travers la nature, et définir le chamanisme équivaudrait donc à mettre un petit sac à la diversité des méthodes qui seront bien sûr spécifiques à chaque peuple et à chaque chaman, et donc utiliser dans le monde entier, ceci dans le but donc de faire l'unité avec son corps et l'esprit, l'unité entre soi et la nature du monde. Donc pour moi, la meilleure définition, c'est celle-ci. Donc parce que c'est vrai que chaque méthode chamanique est très spécifique donc au peuple et à la culture, mais on retiendra que le but donc c'est de faire l'unité entre son corps et l'esprit, et l'unité entre soi, la nature et le monde, et même l'univers. Alors qu'est-ce qu'est réellement un chaman? Eh bien, le chaman est avant tout donc celui qui va se sensibiliser donc, et son apprentissage est capable donc de voir, d'entendre et de sentir le monde invisible et le monde du grand tout, celui donc de la création, là où vivent les forces et les esprits qui nous entourent et qui nous constituent. Le chaman, ou le marakame, si vous préférez, n'est pas un prêtre ni un adorateur. Il est avant tout donc celui qui communique avec les forces de l'univers et qui, par ce canal énergétique, est capable donc de maintenir l'équilibre entre l'homme et son environnement. Ayant donc accès à cette dimension spirituelle, le chaman est capable également donc d'appeler les esprits pour chasser le gibier, par exemple, s'allier à d'autres esprits comme l'air ou l'eau pour protéger sa communauté, ou encore même il peut prendre conscience aussi des esprits présents donc dans un lieu et ensuite donc équilibrer les tensions au sein des familles, jouant ainsi son rôle donc des régulateurs, médiateurs aussi bien énergétiques que au sein même d'un groupement humain. Et donc le chaman peut aussi comprendre donc des raisons, des catastrophes naturelles qui peuvent donc s'abattre sur notre territoire, et en plus donc au-delà de ce rôle social, le chaman est aussi donc avant tout un guérisseur bien sûr, et ceci aussi bien donc du corps, de l'âme et de l'esprit. Et en effet, donc la vision de l'autre réalité lui donne une grande lucidité quant au fonctionnement humain, et il a la faculté donc de visualiser les maladies, et la maladie est la plupart du temps donc perçue comme une sorte de déséquilibre entre le corps et l'esprit. Et les causes donc peuvent être psychologiques, mais aussi donc psychiques ou même physiques. Il s'agit alors donc de récupérer des morceaux que je mettrai entre guillemets, donc des morceaux de l'âme
l'âme du patient qui ont pu être donc perdus, envolés, dérobés, et également donc de nettoyer, de purifier les organes de l'âme de la personne, ou même de l'énergie toxique dans lequel donc des entités ont pu se loger, ou encore d'aller chercher donc un esprit et aller chercher également de l'énergie bienveillante qui aidera donc à la guérison de la personne. Le contact avec la nature permet aussi souvent donc au chaman de concilier aux patients la prise de telles plantes ou même avec de telles modalités. Donc vous voyez, il peut concilier non seulement les plantes mais les remèdes qui vont ensemble, et il pourra vous dire tiens, cette plante là convient à votre maladie parce que elle convient également à votre personnalité. Et c'est là qu'on rentre dans le chamanisme, parce que ceci, après avoir été donc visité par l'esprit de la plante et de l'herbe magique, il pourra vous dire laquelle vous sera le plus approprié à la guérison. Et là, on retrouve quand même des similitudes avec la magie et le chamanisme et la magie traditionnelle des sorcières, parce que souvenez-vous, quand un jour un auditeur m'a vous posé la question, tiens, Mandala, quand on n'a pas de livre, comment on fait les anciens pour connaître donc les propriétés magiques des plantes? Eh bien, c'est par ce canal chamanique, donc c'est-à-dire les anciens sorciers et sorcières, tout comme le chamanisme, donc se sont laissés visiter par l'esprit de la plante ou de l'herbe magique, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés d'abord dans un premier temps en méditation avec la plante, et puis ils ont fusionné leur esprit pour ne faire plus qu'un. Et là, ils ont pu récolter donc les informations de la plante, aussi bien donc au niveau magique pour la sorcière que le côté médecine donc pour le chaman. Et donc il reste que le chaman, en étant conscient donc de sa place au sein du monde, en tant que comme chaman, trait d'union entre lui, la nature et l'univers, mais aussi en tant comme guérisseur du corps, de l'âme et de l'esprit, il va souvent s'identifier donc comme étant un outil au service de l'univers, des esprits, de la nature, et aussi donc un outil pour le bien-être de ses semblables. Eh bien, nous, on poursuit donc cette ambiance musicale que je vous ai programmée est unique ce soir, donc une ambiance chamanique avec des musiques qui me font du bien au cœur, de la musique aussi qui va vous permettre d'entrer, de vibrer dans cet univers chamanique. Godmantica en podcast. Un bel hommage à la mère de toutes les sorcières, à notre lune, la pleine lune, la mère de tous, cette mère universelle, ce côté féminin universel représenté donc dans l'abondance lumière donc lunaire, celle qui nous éclaire la nuit. J'ai reçu un message également donc de Robert Tarot qui nous dit ceci: bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs. J'ai le sentiment que le chamanisme est la première forme de religiosité de l'humanité, nous dit Robert, de lointains ancêtres donc du paléolithisme que pratiquait donc cette forme de spiritualité. Désolé pour mon français, mais c'est pas ma langue maternelle, là, je vous le signale. Donc voilà. Donc Robert qui poursuit, donc le chamanisme est indéniablement donc lié au peuple nomade, religion panthéiste, et elles sont plus tardives donc issues donc des populations d'éleveurs et agriculteurs. La religion celte est donc à mi-chemin donc entre le chamanisme et le panthéisme des druides, nous demande Robert, qui étaient à la fois donc chaman et prêtre et bien d'autres choses encore. Alors peut-on se faire une idée assez précise des croyances chamaniques en étudiant les spiritualités des peuples amérindiens et celles des peuples d'Asie centrale? Je me souviens, dit Robert, d'avoir vu sur BTLV une émission avec Patrick Drouot, qui, bien que physicien, a été initié donc dans les années 70 par un sorcier homme médecine Apache, donc qui nous expliquait que souvent il faisait encore une offrande de tabac aux esprits des 4 éléments. Et toi, es-tu toi aussi, nous dit Robert, donc de cet avis que le chamanisme est à l'origine de toutes les spiritualités de l'humanité? Je vous souhaite à tous une excellente émission, Robert Tarot. Alors, je sais pas si on peut dire personnellement que le chamanisme est à l'origine de toutes les spiritualités de l'humanité, même si c'est souvent l'étiquette qu'on lui donne. J'aime pas trop donner un nom, cette origine. Je dirais plutôt que l'origine de toutes les spiritualités de l'humanité, c'est plutôt l'osmose que l'homme a cherché à entretenir avec l'esprit de Gaïa, donc avec l'esprit de la nature. La première religion, pour moi, la proto-religion était donc cette relation
que l'homme avait avec la nature. Maintenant, on peut lui mettre l'étiquette de chamanisme, je suis d'accord, mais il n'y a pas que les chamans qui ont eu cette relation avec la nature. On retrouve ça dans tous les peuples, que ce soit les peuples africains, les peuples, les Indiens d'Amérique, même dans l'Amérique du Sud, on retrouve cette osmose aussi. Donc, je pense que la première relation que l'homme a eue au niveau spiritualité, donc cette osmose spirituelle avec la nature, pas une osmose rien que beau dira, c'est joli, sa nature, ça me plaît. Non, c'est carrément une osmose spirituelle, un contact spirituel, et à travers cette osmose spirituelle avec la nature, il s'est rendu compte que derrière la nature il y avait quelque chose de beaucoup plus important. La nature n'était que le reflet, je dirais, d'une force divine beaucoup plus puissante, et je dirais peut-être même la matérialisation d'une force divine plus puissante. Et c'est ensuite que l'humain, après avoir rentré déjà en osmose avec la nature, il a retourné ses yeux vers les étoiles en disant quelque chose de plus grandiose, que tout cela est en train donc de se manifester à travers Mère Nature, à travers la vie, à travers tout ce qui nous entoure. Et c'est comme ça que les religions sont nées par après. Mais au départ, donc l'homme était surtout donc à la découverte de la nature, mais surtout donc niveau spiritualité, pas découverte. On est bien d'accord, donc des paysages, tout ce qui va avec, même si c'est très joli. Et donc, il a voulu comprendre Gaïa pour après comprendre le divin universel qui se manifestait donc à travers la création, et donc à travers peut-être aussi donc ce qu'il faut appeler le couloir même de Gaïa. Et de là sont nées les religions. Mais pour le chamanisme, si on met l'étiquette de chamanisme chaque fois que l'homme est entré donc dans cette quête de comprendre le côté spirituel de la nature, le côté de mystère de la vie, alors oui, tout à fait. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Si c'est dans ce sens-là, on peut dire que le chamanisme est alors à l'origine de toutes les spiritualités et de l'humanité, parce que c'est par cette osmose avec la nature qu'après l'homme a levé donc ses yeux vers l'univers, vers le cosmos, on l'appelle comme on veut, et qui s'est posé donc des questions beaucoup plus pertinentes. Et justement, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on devient un chaman. Vous allez voir que c'est pas évident. Devenir chaman demande une quête initiatique très importante, peut-être parfois encore plus complexe que celle des sorciers et des sorcières confirmées, quoique dans l'univers de la magie, on pourrait en prendre exemple également. Donc l'apprentissage chamanique commence dans toutes les traditions par une longue phase de purification et aussi par un travail dans le but donc d'amener l'apprenti à la perte de l'ego, ce qui donnera donc par la suite plein pouvoir à son âme. Par exemple, passer 1 an tout seul donc dans la forêt, ou alors passer plusieurs mois dans le noir complet, le noir le plus absolu, etc. Donc vous voyez, c'est quand même d'abord des situations, on a l'impression il faut qu'une partie de nous-mêmes meure. Cette partie-là, ils appelleront l'ego. Et là, comme exemple, quelqu'un qui va partir seul pendant 1 an en forêt, qui doit se débrouiller en tant que survie, ou bien passer plusieurs mois dans le noir le plus absolu, seul avec soi-même, seul avec les murmures de l'univers. Voilà déjà une première technique de purification de l'âme humaine. Ces techniques extrêmes de souffrance permettent donc de perdre les conditionnements, les habitudes, de nettoyer aussi son propre corps, de nettoyer sa propre énergie afin de devenir réceptif donc aux énergies subtiles de l'autre, des animaux, de la nature, de l'univers donc. Et l'initiation au chamanisme demande aussi donc un apprentissage pour acquérir de l'énergie permettant donc de combattre la maladie et les esprits hostiles. Il faut donc acquérir suffisamment d'énergie pour pouvoir donc s'allier, s'allier peut-être avec non seulement des forces aussi dangereuses que le feu, mais également pour se protéger par la suite donc de cette force dangereuse. Et en ce sens donc le chaman est très loin donc de l'image angélique que l'on se fait souvent donc en Occident, du guérisseur accompli en quelque sorte, car il est bien plus donc que cela. Il est bien plus qu'un simple guérisseur. Un petit peu gourou sur les bords, loin de là. C'est avant tout, je parle du vrai chaman amérindien, bien sûr, c'est avant tout donc un guerrier ou un sorcier s'alliant donc avec une force redoutable. Donc sorcier qui s'allie avec le jaguar, l'anaconda, c'est ça la force redoutable, la force du jaguar, l'anaconda qui va forger le sorcier chaman et pour qu'il arrive à ses fins. Et donc les chamans, ils étaient bien sûr respectés, mais aussi ils étaient craints parce que leur pouvoir leur confère donc la connaissance des forces
occulte. Et ce lien constant entre les deux mondes, donc le monde visible et de l'invisible, à force de côtoyer sans cesse donc l'invisible, ceci les amène la plupart du temps à vivre assez retirés du monde, donc à vivre parfois même en ermite, et deviennent chamans, donc les personnes qui depuis l'enfance donc ont des aptitudes à observer la nature et qui font également donc progressivement le fameux long chemin de l'éveil, le chemin de l'éveil et en même temps le chemin de développer en soi les énergies, les facultés qu'on possédait déjà à l'état latent, donc c'est-à-dire réveiller son esprit et intégrer son esprit dans cette nature qui nous entoure, dans cette vie qui nous entoure, et comprendre la présence de l'homme dans l'univers et la présence aussi de l'homme par rapport aux divinités, et j'irais même à la divinité unique, parce qu'à travers la nature, c'est la manifestation d'une divinité unique que nous expliquent donc les chamans. Et vous allez voir que la musique, justement, qui va suivre, vous parle un petit peu de ce que je viens de vous dire. Sorciers et sorcières, bienvenue dans Godmantica. Vous êtes nombreux à m'écrire et vous savez que j'apprécie beaucoup ça. Il y a Esther qui nous dit bonjour, c'est la première fois que j'écoute Godmantica. J'aime beaucoup et je me demandais comment s'appelait la musique qui vient juste de passer. Merci d'avance. Alors je sais pas si c'est celle qui vient de passer actuellement ou les autres musiques précédentes, mais sinon donc ça peut vous aider. Il y a les noms, les titres des musiques plutôt qui s'affichent dans le player d'écoute. Donc si vous écoutez la radio sur le site officiel de la radio, c'est-à-dire witchesradio.fr, vous allez voir que dans le chaque titre de musique diffusée, il apparaît. Alors si vous écoutez via l'application, là je ne sais pas si les titres ils apparaissent ou d'autres méthodes, mais non, le titre doit apparaître. Sinon, j'ai le morceau que je viens de passer, donc s'intitule Shamanic Stone, S-O-N-E-S, donc Shamanic Stone, mais je suppose que tu fais peut-être allusion à d'autres musiques qui sont passées donc tout à l'heure, parce que il y en a eu déjà beaucoup dans l'émission. Sinon, petit conseil pour tous les auditeurs, s'il y a des musiques qui vous plaisent, jetez un petit coup d'œil donc sur le player de diffusion sur le site de la radio. Chaque fois qu'un titre est diffusé, le nom et l'auteur apparaissent automatiquement dans le player de diffusion. Un autre message qui nous vient de Elia Rose, donc qui je suppose qui fait partie de l'équipe celle qui fait partie de l'équipe des débats libre antenne également, donc nouvelle arrivée même dans les débats libre antenne. Elle nous dit bonsoir Mandala, bien installé chez moi dans la lumière tamisée, j'écoute l'émission avec un sujet passionnant et la musique est géniale. Ben vous êtes nombreux à apprécier la musique de ce soir. Et d'à côté, tant mieux, parce que j'ai passé quand même du temps à chercher des morceaux qui pouvaient donc combler et illustrer musicalement le thème de l'émission. Et donc, si ça vous fait plaisir, je suis content, parce que c'est toutes des musiques que j'adore et que j'écoute souvent de mon côté. Et quand je peux les partager et faire plaisir aux autres, ben voilà, ça me fait plaisir aussi. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé donc au niveau du chaman qui l'apprenait. Première chose qu'il devait apprendre qu'il faut apprendre en tout cas pour devenir chaman, c'est communiquer avec l'autre monde. Donc, c'est-à-dire apprendre à communiquer avec les esprits, avec la nature, avec l'esprit de Gaïa et même avec l'univers. Et donc, on va voir un petit peu comment est-ce que le chaman arrive à communiquer donc avec ce qu'on appelle nous dans notre jargon de sorcière, l'autre monde. Alors communiquer avec l'autre monde, ce n'est rien d'autre qu'acquérir donc en outre une sorte de taux vibratoire, un taux vibratoire pour ouvrir la conscience. Donc première étape, on est bien d'accord, le chaman va devoir acquérir ce taux vibratoire, il va devoir développer un don en lui, parce que ce taux vibratoire va lui permettre d'avoir cette ouverture de conscience. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être réceptif aux messages venus d'ailleurs. Il existe plusieurs techniques de modification de l'état de la conscience qui mènent justement par conséquent à des états modifiés de conscience. Parce que quand on modifie sa conscience, on rentre dans ce qu'on appelle donc un état modifié de conscience. C'est-à-dire on arrive à l'ouverture de conscience endormie en nous. N'oubliez pas que on n'utilise que 10% de notre cerveau. 90%, les scientifiques, la science ne sait toujours pas à quoi ça sert. Et donc, vous allez devoir, dans cet état modifié de conscience, ouvrir donc des consciences endormies et vous allez donc devenir sujet à des visions hallucinatoires, à des états de transe, à des états donc extasiques. Et donc pour emprunter ce chemin, donc différentes techniques de modification de l'état de conscience pourront être utilisées, comme par exemple bien les sons répétitifs qu'on entend souvent dans le chamanisme. Donc ces sons répétitifs
à des vibrations très précises, bien sûr, comme des tambours, des bols, des guimbardes et des chants même sacrés. Ou alors il y a aussi, je vous le conseille un petit peu moins, mais c'est très pratiqué également. Donc à notre époque, c'est l'absorption donc de plantes maîtresses comme l'ayahuasca, le peyote, l'iboga ou des champignons. Tout ça, bien sûr, interdit en Europe. Je vous le signale. Et ces plantes aux réputations magiques fonctionnent donc comme une porte d'accès à cet état donc de conscience modifié. Et suivant les traditions, seul le chaman accédera donc à cet espace pour réaliser son travail, ou encore accompagné donc par sa communauté ou par son patient. Ils voyagent ensemble donc dans la réalité, dans cette fameuse réalité cachée, pour accomplir donc l'objectif proposé. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. C'est vrai qu'avec tout ce qui a été partagé, on se rend compte que le chamanisme, en tout cas le chamanisme des Amérindiens, c'était quand même très complexe, c'était une initiation très longue, c'est un détachement de soi, c'est la mort de l'ego, c'est le développement des énergies, c'est la découverte de la nature, c'est la communion avec la nature, c'est sortir de son âme, c'est rentrer en état modifié de conscience et ne faire plus qu'un avec Maître Nature, avec les esprits, avec les plantes, avec toutes les vies qui nous entourent et même avec l'univers. Et à travers tout ça, on pourrait se poser la question, donc, est-ce que le chamanisme moderne existe-t-il? Parce qu'on voit également sur Internet affluer donc toutes sortes de chamans proposant leurs services en tout genre, guérison, initiation, cours et tout ça. Et donc, le chamanisme moderne existe réellement, et ceci donc pour plusieurs raisons. D'une part, le contact croissant entre les populations traditionnelles et l'Occident a mené donc les chamans à ouvrir les portes de leur travail, tels que échanges entre personnes, entre thérapeutes, objets d'études approfondis, etc. Cela a induit donc sans aucun doute des modifications dans leur comportement ancestral. D'autre part, beaucoup de ces populations sont en voie donc d'acculturisation, comme par exemple les jeunes qui partent donc vers les villes. Et puis il y a aussi l'arrivée massive de valeurs occidentales. Il y a la perte d'identité, et il y a aussi des savoirs ancestraux où il y a peu d'intérêt pour le local, pour le maintien des traditions de ça. Vous savez, souvent les traditions, on a tendance à les laisser donc derrière soi. Et donc le chaman migre eux aussi donc vers des villes, vers d'autres pays, travaille avec des étrangers curieux et friands de guérison, de miracles, utilisent donc Internet même, font payer leurs services. Et là, bien sûr, aucun doute, ça on peut dire, c'est du chamanisme moderne. Et on entend également donc de plus en plus parler donc de néo-chamanisme. Le néo-chamanisme est une tradition issue donc de l'étude approfondie par les anthropologues et aussi par les ethnologues, donc thérapeutes, des techniques de reliance utilisées donc par les peuples ancestraux, et par aussi la volonté donc de préserver et aussi de les transmettre cette technique de reliance utilisée donc par ces peuples ancestraux. Et donc le néo-chamanisme, au lieu de copier les techniques millénaires du chamanisme traditionnel, va plutôt retirer des enseignements universels communs. Il va à plusieurs cultures, donc il va uniquement garder qu'est-ce qui est commun à toutes les cultures chamanes, en les réduisant parfois donc à leur essence, c'est-à-dire donc comment se recentrer, donc comment aussi récupérer l'énergie de son âme, comment trouver en soi les forces de la nature. Et donc le développement du néo-chamanisme part de la conviction même que chaque personne possède en lui les capacités innées donc et ancestrales de pouvoir moi je pourrais vous expliquer ça, donc ces fameuses capacités innées et ancestrales de pouvoir peut-être rentrer en contact avec d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres forces, ou justement entrer en contact simplement avec l'esprit d'une plante, d'un animal, de la nature, d'un arbre ou de l'univers, c'est-à-dire l'esprit du Créateur universel. Bienvenue dans l'univers de Mandala. On peut dire qu'à travers ces musiques, vous allez découvrir donc également toute une série d'instruments chamaniques, ces fameux instruments qui vont vous faire vibrer et qui peuvent même dans certains cas vous faire passer donc dans un état modifié de conscience. Alors j'ai reçu un message qui nous vient de Eavi donc qui nous dit coucou Mandala, il y a tous des witches. Alors elle nous dit que dans l'Oural, donc en Sibérie, les scientifiques ont découvert des plaques chamaniques coulées donc dans le bronze et nommées donc les plaques de Perm, datant donc du Moyen Âge, nous dit-elle. Ces plaques qui figurent donc
sur ces plaques, il figure donc des dragons, des bêtes à fourrure, des oiseaux et autres scènes. Et donc la question de Eavi, c'est celle-ci. Dis-nous, Mandala, selon ton avis, existerait-il donc un savoir-faire commun, un langage, un rituel entre tous les chamans? Donc je suppose que tu veux dire un point commun, un langage commun, une force commune entre tous les chamans, ou peut-être oui, un langage commun, ce serait bien le fameux langage après Babel. Et donc je termine son message, donc bonne soirée à tous les witches Eavi. Alors je reprends la question de Eavi, qui est une excellente question. Elle nous demande donc si, à mon avis, il existerait donc un savoir-faire commun, un langage, un rituel entre tous les chamans. Alors je dirais bien sûr que oui. Et je vais vous donner donc l'exemple même de la source du chamanisme provient de ce fameux langage universel, ce langage commun. Quand un chaman va rentrer en osmose avec une plante, il va méditer avec cette plante, il va faire plus qu'un, fusionner son esprit avec l'esprit de la plante, et là la plante va lui communiquer sa médecine, ses pouvoirs magiques, tout ce qui est en elle. Elle va pas lui parler ni en français, ni en irlandais, ni en anglais, elle va lui parler par un langage universel qu'on appelle l'entendement, c'est-à-dire lui faire entendre dans son cœur, dans son esprit, lui faire comprendre justement quels sont les pouvoirs cachés en elle, ses pouvoirs magiques, ses pouvoirs de guérison, sans avoir besoin de livres, de manuels sur les plantes et tout ce qui va avec. Et il en va de même quand on retrouve donc ces scènes donc de dragons, de bêtes, de fourrures d'oiseaux et de scènes, parce que la nature et l'esprit de la nature communiquent justement avec des flashs, avec des images. On a vu tantôt qu'on pouvait y arriver par plusieurs moyens, donc des moyens surtout donc de conscience modifiée. Et là, le langage de la nature sera toujours le même. Donc, ces dragons, ces feux, tout ça, pour désigner donc des forces de la nature. C'est son langage universel. En plus donc de l'entendement, la nature va utiliser deux types de langage, l'entendement et les flashs, les images même, les images un peu comme dans les rêves. Que vous soyez un Esquimau, un Parisien, un Bruxellois, un Québécois, peu importe. Quand vous allez rêver du feu, ça sera toujours la même signification symbolique. Vous rêvez de l'eau, vous rêvez de la charrue, de la roue. C'est le même principe. Donc le dragon, toutes ces images-là de la nature, ce sont des langages symboliques, parce que la nature ne parle pas une langue, elle parle par le symbole et l'entendement. Et si vous comprenez tout ça, vous rentrez dans le langage universel. Et voilà donc justement ce fameux point en commun qu'a tous les chamanismes du monde, toutes les sources de chamanisme du monde, peu importe le continent, parce que le chamanisme a quand même couvert pratiquement toute la planète. C'était, comme le rappelait Robert, les premières religions en relation avec la nature. Et donc c'est logique qu'on les retrouve même en Sibérie, en vous rappelant que la Sibérie n'a pas toujours été un endroit gelé. Il y a eu un moment où en Sibérie on a retrouvé donc des images où il y avait des végétations, des forêts, tout ça. Vous savez que la Terre a eu beaucoup de cataclysmes, il y a eu beaucoup de changements de climat, tout ce qui va avec. Donc voilà. Il y a ça également, mais donc le chamanisme lui-même, je dirais qu'on pourrait déjà le considérer comme un langage universel, en commun. Je parle donc des véritables chamans, ceux qui entrent en osmose avec une plante, qui communiquent avec la nature, qui communiquent avec les entités qui nous entourent, des entités autour de nous, qui sortent qui deviennent une oreille de la nature même. Leur cœur vibre avec la nature, et cet entendement et ces images que la nature imprime dans votre cœur deviennent donc ce fameux point et langage universel. Et quand on explique tout ça, on pourrait comme se demander aussi, est-ce que le chamanisme peut encore nous apporter quelque chose à notre époque, cette époque où tout est moderne, où les gens courent de gauche à droite, où c'est métro boulot dodo, où il y a cette peur qui nous entoure aussi, parce que maintenant on est en pleine crise de pandémie, il y a la peur, il y a le stress que ça occasionne, il y a cette envie aussi de briller, de paraître, que de s'accumuler des richesses ou du pouvoir. Et donc, qu'est-ce que le chamanisme peut encore nous apporter donc à notre époque, quand on voit de la manière donc que l'homme s'est mis à vivre d'une manière qu'on pourrait dire qui va le faire tomber dans sa décadence. D'ailleurs, on voit déjà les premiers résultats. C'est une catastrophe, notre société. On est au plus bas, là, dans cette pandémie, ce réchauffement climatique, cette pollution, tout ce qui va avec. On ne sait pas tomber au plus bas, à part peut-être encore une guerre mondiale en cerise sur le gâteau, que j'espère bien sûr que non. Et donc, dans notre culture contemporaine, beaucoup de personnes entament donc ce qu'on appelle le chemin de la recherche personnelle pour guérir donc des blessures, ou pour sortir donc de blocages devenus trop lourds dans leur vie. Et donc, pour commencer, lorsque le chamanisme parle de récupérer l'âme perdue lors d'une situation grave, affaiblie par une blessure, par la pandémie, même pourquoi pas, ou par une rupture sentimentale, ou une rupture avec la société, une rupture avec son boulot, une rupture avec sa famille, eh bien, nous sommes sur
un moyen similaire de guérison dans ce cas-là. Il y a également donc des personnes qui sont à la recherche d'un sens à leur vie, ceci afin donc de se sentir appartenir au monde et qui pourront donc trouver peut-être des réponses en s'immergeant dans les forces de la nature et en retrouvant donc cette sensation d'être. C'est d'ailleurs sûrement aussi ce qui pousse beaucoup de personnes à s'intéresser de nouveau à la magie, à la sorcellerie et tout ce qui va avec, parce que on a besoin de savoir quel est notre rôle sur Terre. Et donc on recherche un sens à la vie et donc on a besoin de se sentir appartenir au monde dans lequel on vit et on a envie de trouver des réponses donc justement de nouveau en se renouant peut-être avec Mère Gaïa, avec l'esprit de la nature. Et en retrouvant donc cette sensation d'être au sein même de la nature et de l'esprit universel qui a créé tout cela. Et donc afin donc en opposition justement avec la culture occidentale qui elle repose donc sur les enseignements et la souffrance, et je parle même surtout sur la souffrance du passé, sur les incertitudes du futur. Eh bien le chamanisme quant à lui repose sur la force du présent. Donc se poser ici, ici même et maintenant. En lien donc avec les forces sacrées pour répondre justement à l'intention de guérison du corps ainsi que de l'esprit et de l'âme qui nous habite. Et là, bien sûr, dans ce cas-là, on se rend compte que oui, le chamanisme peut encore apporter quelque chose à notre époque. Il peut justement permettre à l'humain de renouer avec Mère Nature, de renouer avec des esprits qui nous entourent, avec la création et peut-être de sortir de ce contexte qui actuellement donc nous pousse à la perte même de la nature, de la planète, de l'humanité, de la nature qu'on pollue sans cesse. Et donc voilà ce que peut nous apporter le chamanisme à notre époque, c'est renouer avec la nature, la respecter en tant qu'être sacré, se renouer avec l'univers et retrouver enfin sa place dans ce grand monde macrocosme et microcosme, donc retrouver sa place dans la nature, retrouver sa place dans l'univers, notre place aussi est dans l'univers, et retrouver sa place tout simplement dans la vie même. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wicaradio.net. Mais là, on est vraiment on est dans ces vibrations chamaniques, dans cet univers d'énergie, dans cette béatitude universelle. Si vous aimez ce genre d'émission, si vous appréciez donc l'émission Godmantica, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site perso, donc c'est-à-dire wicaradio.net, site perso wicaradio.net qui est devenu donc Wicca Podcast Godmantica. Donc si vous êtes wicaradio.net, vous êtes sur le site Wicca Podcast Godmantica, on peut retrouver donc quelques-unes de mes anciennes émissions, quelques perles, quelques émissions inédites, et sur mon site vous pouvez même non seulement soutenir l'émission Godmantica, vous pouvez laisser des petits coucous, m'envoyer des messages, voilà, c'est mon site perso, donc retenez Wicca Podcast Godmantica à l'adresse donc wicaradio.net, et n'hésitez pas donc si vous appréciez l'émission Godmantica et également des débats libre antenne de soutenir donc des émissions via mon site par divers moyens. Ça peut être même des dons, ça peut être tout ce qu'on veut, donc des dons, envoyer des documents, envoyer des livres, des messages, faire des partages ou s'inscrire tout simplement sur l'application même du Coven Witches Channel, qui est donc le premier réseau social pour les sorciers et les sorcières que j'ai créé donc par rapport à mon site perso et donc relié à mon site. Je regarde un petit peu la boîte mail, je vois qu'il y a d'autres messages d'auditeurs et d'auditrices qui continuent à affluer et ça me fait plaisir. Donc j'ai encore un message qui nous vient donc de Zis Bum, elle m'a rien dit pour son nom, donc c'est que veut dire que j'ai pas massacré son nom, donc un message de Zis Bum qui nous dit je vous fais part de comment donc le printemps est perçu donc par les chamans amérindiens selon le livre donc de Catherine Sorolla Menacieux, donc intitulé Au rhythme de notre terre-mère. Le printemps, nous dit-elle, est la saison de l'éveil et du nettoyage. Renouveler donc ses énergies, transformer, activer, bâtir, désir, épanouissement, créativité et éveil. Les paroles de sagesse amérindienne pour le printemps nous dit « Connecte-toi à ton cœur, imagine le rayonnement. Battant au rythme de l'univers, il s'ouvrira comme la fleur du matin, libérant tous les parfums de l'âme. » Bonne soirée Sibium, bonne soirée à toi aussi, donc et merci pour ce doux et joli partage. Il y a Mireille également qui nous dit bonsoir Mandala, encore un thème très intéressant ce soir, tu nous gâtes. En plus donc des musiques qui sont très jolies, le chat est en effervescence ce soir, les witches discutent tout en écoutant donc l'émission et aiment donc aussi les musiques que tu diffuses. Je suis content, je vois que j'ai plein de compliments sur les musiques diffusées, ça fait plaisir aussi parce que ce sont des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur Witches Radio.
Radio, parce que voilà, c'est une radio de sorcières avant tout, et ici, on rentre dans l'univers carrément des chamans. Alors, on dit belle soirée à toi et à tous les auditeurs, et notamment donc à ceux qui sont présents sur le chat. Je fais aussi un petit coucou moi-même, perso, salut les amis du chat, donc je vous connais un petit peu tous, hein, ça m'arrive de temps en temps à jeter un petit coup d'œil, voir qui était connecté au chat après l'émission, donc je commence à connaître les noms qui sont fidèles au chat, donc les noms de la communauté du chat, ça fait plaisir, et un grand merci à toi aussi Mireille d'animer et de modérer le chat de Witches Radio, t'es toujours présente à tous les rendez-vous, c'est merveilleux, donc Mireille qui termine son message avec toute mon amitié, Mireille, merci à toi Mireille, et donc on va, quant à nous, donc on avait parlé tout à l'heure de ce que le chamanisme moderne pourrait apporter donc à notre époque. On va retourner donc aux racines du chamanisme, c'est-à-dire on va regarder un petit peu de plus près qu'est-ce que c'était le chamanisme amérindien qu'on appelait aussi à l'époque donc la voie du totem. Un vieux dicton chaman nous dit d'ailleurs que la terre n'appartient pas à l'homme, c'est plutôt l'homme qui appartient à la terre. Et le chamanisme amérindien est bien sûr un système de pratiques magiques, symboliques et spirituelles, et en plus il est répandu surtout donc dans les sociétés traditionnelles dont elles constituent donc la religion exclusive de la nature et de l'univers. Donc si on parle d'une religion exclusive de la nature et de l'univers, on parle bien sûr là, dans ce cas-là, du chamanisme amérindien. Le chamanisme réunit en quelque sorte les choses au lieu de les séparer. Donc nous, notre monde moderne a tendance à tout séparer, le chamanisme a tendance à tout réunir. Et donc l'enseignement est toujours donné donc par des esprits. Donc c'est pas le chaman qui donne des enseignements, mais ce sont les esprits qui donnent des enseignements aux chamans. Le chamanisme est d'ailleurs la spiritualité la plus ancienne connue donc dans notre monde, comme le disait donc tout à l'heure donc notre ami Robert. Le chamanisme restera toujours vivant, y compris donc dans les sociétés occidentales modernes, et donc le chaman fait le lien entre le monde des esprits de l'au-delà, étant donc le messager des anciens. Il est aussi le médecin du village, le prêtre, le psychologue, le conseiller et même le mystique. C'est donc un personnage doué d'une force de caractère très forte et à toute épreuve, et en même temps donc doté d'une sensibilité extrême. Et d'un point de vue ésotérique, eh bien c'est la synthèse entre ce qu'on pourrait appeler à notre époque un médium, un magnétiseur et un sorcier. Donc le chaman, c'est le médium, le magnétiseur et le sorcier en même temps. Et dans les traditions amérindiennes, eh bien le peuple d'origine était unifié donc par l'influence de la terre-mère, et cela amenait chacun donc à honorer et à rendre grâce au grand esprit et à la source même suprême de toute vie. Et le chamanisme amérindien considérait également donc à établir ce qu'on pourrait appeler un système de clans qui assurait donc l'unité familiale, la stabilité, l'intégrité aussi bien dans le corps, dans le cœur et dans la pensée et dans l'esprit. Donc vous vous rendez compte que l'intégrité donc dans le corps, dans le cœur et dans la pensée et dans l'esprit, pour le chaman donc dépendrait aussi de l'intégrité familiale et du clan, parce que l'intégrité familiale ne se limite pas qu'à la famille, mais même au petit clan donc chamanique. C'est pour ça que souvent autour d'un chaman se forme, comme on pourrait appeler donc une sorte de clan. Et donc, je vais vous donner d'ailleurs quelques exemples. Vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire par là. Appartenir à la famille de la terre-mère, ce qui établirait donc l'identité de soi à travers la loi de la terre et donc également à travers la loi de Gaïa. Partager aussi les dons de la terre-mère avec toutes les créatures vivantes, c'est-à-dire aussi bien les animaux que les humains, bien sûr. Faire et respecter l'engagement de favoriser l'estime de soi et les relations de choix. C'est important de faire attention à ça, à l'estime de soi et à avoir des relations de choix, ça veut dire des relations de qualité. Hein. Donc on choisit ses amis d'après ce qu'ils vont pouvoir nous apporter en bienveillance, et pas parce que voilà, on les trouve sympas, rigolos. Oui, c'est bien tout ça, mais il y a beaucoup plus, il faut être plus profond de ça. Et l'estime de soi aussi, c'est apprendre à s'aimer tel que l'on est. Avoir de l'estime de soi, ce n'est pas un problème d'ego, bien au contraire, on apprécie le temple dans lequel notre âme s'est incarnée, et on s'entoure de personnes bienveillantes qui vont nous permettre de garder ce temple dans son intégralité énergétique. Et donc, établir un code et un credo d'état de conscience de soi pourra aussi favoriser la croissance personnelle à travers l'amour et la vérité, et ceci pour assurer la paix. Ça, c'est aussi donc un rôle et un exemple de chaman. Donc ce credo qui va nous permettre de concrétiser cette conscience de soi pour favoriser justement la croissance personnelle à travers quoi? Mais à travers l'amour universel, parce que l'amour universel, c'est la seule vérité de la nature, la seule vérité de l'univers, la seule vérité divine, et ceci donc pour assurer la paix, ou peut-être même pour retourner à la paix du clan, et peut-être aussi à travers la paix du clan, la paix de l'humanité tout entière.
Et ces enseignements pratiques et spirituels se transmettaient donc d'une génération à l'autre à travers donc les traditions orales telles que les cérémonies, les chants, les danses, l'art, la langue, même les coutumes de tous les jours, et en les vivant bien sûr ces coutumes chaque jour, parce que c'est important aussi. Les coutumes nous enseignent parfois des choses importantes, tout comme l'art, la danse, le chant, la cérémonie et les rituels. Et c'est autour donc du feu, c'est autour des feux, le feu du conseil par exemple, que le peuple des chamans a pris donc que leur connexion terre favorisait bien sûr le développement de la sagesse, la mise en marche dans l'action de la prospérité et de la philosophie, et aussi la mise en marche à travers la prophétie. Et les enseignements chamans exprimaient donc différents rôles à travers différents visages. Ceci donc pour le bénéfice donc même de leur croissance au sein du clan, mais leur croissance aussi en tant qu'homme chaman. Mandala Chakra, une voix à la radio. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. On va à présent rentrer peut-être plus dans ce qu'on pourrait qualifier donc la pratique chamanique, et dans un premier temps voir comment est-ce que nous, dans notre époque moderne, on pourrait déjà par des moyens très simples arriver donc à communiquer avec la nature, avec les esprits, avec l'univers, avec beaucoup de choses. En tout cas, peut-être à commencer à ressentir ces messages sous forme d'images, de langage universel, ces flashs, ces symboles de la nature, et on se rend compte que les chamans nous ont laissé quelque chose de fantastique pour arriver à cet effet, à arriver au bout de ce chemin, en tout cas emprunter ce chemin. C'est le fameux et le célèbre capteur de rêve chaman. Ah ben oui, le capteur de rêve chaman, on en a déjà tous entendu parler, on a déjà peut-être même un déjà chez soi. En tout cas, il y a plusieurs histoires amérindiennes qui sont justement associées à la toile de l'araignée de nuit, cette toile qui est visible à l'aube et qui disparaît donc quand le soleil est levé. Et le capteur de rêve doit être suspendu donc au-dessus du lit de l'enfant ou de l'adulte. Il aura le rôle donc d'attraper tous les rêves, les bons, les mauvais, les symboliques, les initiatiques. Les mauvais rêves se perdent bien sûr dans la toile et seront détruits par les premiers rayons du soleil. Donc là, on est dans la toile qui est visible à l'aube et qui disparaît donc quand le soleil est levé. Par contre, les beaux rêves trouvent leur chemin au centre de la toile, et de là donc ils entrent dans la vie du rêveur pour le guider, pour l'initier. Et donc le capteur de rêve peut être gardé bien sûr toute la vie. Il peut être décoré avec des choses personnelles appartenant donc au rêveur. Et le capteur de rêve est aussi donc un puissant porte-bonheur. Quand on a un capteur de rêve chez soi, on n'attirera que des bonnes influences. Et donc il y a justement, je vous rappelez un petit peu d'où vient l'histoire de la légende du capteur de rêve, parce que le capteur de rêve chaman a une origine, bien sûr, il a une histoire. Et cette histoire commence comme ceci. Elle nous dit que par une belle journée de printemps, un chasseur indien nommé Orapit partit donc chercher de la viande pour sa tribu qui avait faim. Et donc en se promenant dans la forêt, il découvrit une clairière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il y rencontra donc dans cette clairière un vieux monsieur aux apparences d'un chaman et lui dit donc que veulent dire, il lui pose la question en lui demandant que veulent dire ces signes dans le sable. Lui demanda donc Orapit, drôle de nom d'ailleurs pour un chaman, ils ont tous des noms un petit peu dans ce genre-là, ou rapide, loup virulent, ça fait penser un petit peu à des noms de totems chez les scouts, on est bien d'accord. Et donc il demande au vieillard, au chaman, même, qu'elle veut dire ces signes gravés dans le sable. Là, le vieillard lui répondit, ce sont des signes au pouvoir magique. Ils me serviront à conquérir la planète, nous répond le vieillard. Mais je t'avertis, si tu touches à un seul de ces dessins, tu seras poursuivi par une terrible malédiction. Et là, au rapide, terrifié, il effaça les signaux et s'enfuit en courant le plus loin possible. Et donc rendu à une très, très grande distance, il se remit donc à chasser. Et le soir même, donc le guerrier en rentrant chez lui, il fit un épouvantable mauvais rêve. Et ce cauchemar se répétait tous les soirs. Donc ce cauchemar répétitif l'envoûtait, l'ensorcelait, le déprimait. Et puisqu'il n'arrivait plus à dormir, il ne pouvait plus aller à la chasse. Alors il dut trouver donc une solution pour résoudre ce problème de cauchemar. Il a dû trouver une solution à son problème. Et donc le chaman de sa tribu avait
eu beau préparer donc des potions à base de plantes et renforcer même ces potions par des envoûtements, eh bien les invocations et rien ne fonctionnait, les cauchemars étaient toujours récurrents. Et puis un jour, alors qu'il essayait donc de chasser avec les forces qui lui restaient, les peu de forces qui lui restaient, eh bien le guerrier Orapite rencontra donc Mère Araignée. Mère Araignée, donc c'est-à-dire une déesse aux traits d'araignée. Et Orapite, surpris, demanda à la déesse: connaissez-vous donc un moyen de me guérir de tous mes cauchemars, de tous ces cauchemars qui m'envoûtent toutes les nuits? Et là, Mère Araignée lui répondit: oui, c'est pour cela que je suis ici, lui dit-elle. Va me chercher donc une branche de frêne et tords-la pour en faire un cercle. Et ensuite, donne-moi le cercle. Donc c'est ce qu'il fit. Donc Dame Araignée reçut donc ce cercle que Orapite lui avait confectionné, et Dame Araignée donc se mit à tisser une toile et puis à le décorer de plumes et de perles. Et quand elle eut fini donc à décorer son cercle de toile, de plumes et de perles, elle lui dit: approche et elle prend ce capteur de rêve. Tu vas accrocher donc ce capteur de rêve sur le bord de ta fenêtre. Il filtrera donc les beaux rêves des cauchemars, et ensuite les mauvais rêves s'évaporeront donc à la chaleur du lever du soleil. Et là, les beaux rêves, bien sûr, par contre, quant à eux, ils vont rester emprisonnés, nous dit-elle, donc dans les perles. Et chaque nuit, un rêve sera donc relâché par une des perles pour que tu puisses donc le rêver. Le chasseur remercia donc la déesse araignée, et puis il retourna chez lui. Et sur le chemin du retour, il chassa donc 3 prédrix et un chevreuil, de quoi nourrir donc toute la tribu. Et puis sa femme l'accueillit les bras ouverts et lui dit: va te coucher mon chéri, tu dois être mort, fatigue. Ce qu'il fit bien sûr très rapidement. Et donc depuis ce temps, donc cette tradition se transmet donc de génération en génération. Donc la tradition qui vous permet de confectionner ce capteur de rêve qui va filtrer donc les mauvais rêves et laisser passer les bons rêves, qui va accumuler dans toutes les perles du capteur de rêve. Et par après, donc, ce qui va se passer, c'est que chacune des perles diffusera donc tous les soirs un bon rêve, un rêve initiatique, un rêve de joie ou un rêve rempli de messages, peu importe le rêve qui aura été emprisonné dans ce capteur de rêve. C'est comme un filet de pêche qui va garder les bons poissons et qui va se débarrasser donc de tout ce que vous n'avez pas besoin. Voilà donc la légende et l'histoire du capteur de rêve chamanique. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Oui, vous êtes dans l'univers de Code Mantica, et on va à présent donc jeter un petit coup d'œil et essayer de comprendre comment justement l'initiation chamane fonctionne. Donc l'initiation chamane et la purification de l'esprit par cette fameuse hutte de sudation. C'est peut-être même une première étape dans cette fameuse initiation chamane, c'est renaître par la hutte de sudation. Et donc la hutte de sudation, utilisée donc par les Indiens d'Amérique du Nord, leur permettait donc de se connecter avec les 4 éléments que sont donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Et la vapeur, donc unissant chaque participant aux éléments du monde, à l'intérieur donc du ventre même que représente la hutte de sudation, lui permet donc justement de se purifier le corps, l'âme et l'esprit. Alors comment préparer justement cette hutte de sudation qu'on peut dire de renaissance et en même temps initiatique et de renaissance? Eh bien, la hutte est considérée donc elle est considérée comme un utérus cosmique, et elle est fabriquée et construite à l'aide de branches de saule et recouverte donc de peau et de couverture et de laine. Le sol, quant à lui, est tapissé donc de sauge et d'armoise avec un trou bien sûr à son centre, trou dans lequel on mettra de la braise pour faire brûler des choses plus tard dedans. Donc on retient que le sol, quant à lui, donc est tapissé de sauge, d'armoise, et que en son centre on y mettra donc un trou souvent entouré de pierres. Et donc la forme de la hutte rappelle en quelque sorte donc le ventre maternel. L'entrée est toujours orientée face à l'est ou à l'ouest en fonction donc bien sûr de la nature de la cérémonie. Et puis un chaman dirige bien sûr la cérémonie, car il représente les esprits le royaume même de l'invisible. Donc il représente tous les esprits de la nature, les esprits de l'invisible et le royaume de l'invisible, et on lui offre donc du tabac qui lui représente donc l'esprit d'une personne. Donc le tabac, quand on parle de tabac dans le chamanisme, c'est souvent en tant qu'offrande pour le donner, pour symboliser donc l'esprit d'une personne. Le tabac n'est pas considéré donc comme un paiement, loin de là, mais il fait donc obligation à l'homme médecine de s'occuper donc de votre autre moitié, et celle-ci donc vit dans le monde spirituel, donc il a besoin de recevoir donc cette communication de l'esprit à travers donc une sorte de don. Et le chaman donnera donc ses directives pour justement préparer la loge et aussi préparer donc de la nourriture en quantité suffisante, car chaque individu
qui aura une requête en rapport avec la cérémonie peut venir donc dans la hutte pour profiter justement des bienfaits et devra donc aussi être nourri. Le chaman, c'est-à-dire donc l'homme médecine, fera également donc préparer donc du tobacotis, ce qui sont donc des rudiments de tissu coloré représentant donc les 6 directions, c'est-à-dire le blanc, c'est-à-dire pour le nord, le jaune c'est le sud, le rouge c'est l'est et le noir c'est l'ouest. Et puis il y a le haut qui est le bleu, donc le ciel, et or il y a le vert bien sûr qui est le bas, la terre. Il faudra donc pour cette cérémonie préparer aussi un sac de tabac en cadeau donc et diriger votre prière vers l'entité choisie. Et avant, bien sûr, par après, donc de refermer cette prière en retirant donc un morceau de tissu à la fin donc de chaque prière. Donc chaque fois que quelqu'un aura fait une prière, on retirera un morceau de tissu. Et la prière est un cadeau donc fait avec votre cœur, et c'est dans votre cœur justement que se trouve la sincérité et donc aussi la vérité. Et la cérémonie, bien la cérémonie fonctionne de la manière suivante. Le chemin symbolique donc qui est tracé depuis l'entrée de la loge jusqu'à un feu qui est placé donc à quelques mètres même de la loge et sur lequel donc il y a des pierres qui sont chauffées pendant des heures et des heures, et elles sont ensuite donc introduites dans la loge où un des participants est chargé justement de verser de l'eau afin d'obtenir donc ce qu'on appelle la vapeur qui purifie donc le corps, l'âme et les esprits. Et les 4 premières pierres sont placées donc au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et puis elles sont donc saupoudrées avec des herbes sacrées. Et là, l'homme médecine offre donc des prières aux 4 coins cardinaux pour honorer justement les ancêtres, les entités du monde invisible aussi, ainsi que les entités du monde physique. Et donc l'homme médecine dispose ensuite donc des herbes sacrées dans les 4 directions, c'est-à-dire donc de la sauge qui nettoie donc la pièce et des ondes négatives, l'herbe douce amère qui est douce et amère qui va amener justement des esprits forts et puissants qui guérissent dans la hutte de sudation. Et puis il y a le cèdre qui lui purifie l'atmosphère. Et quand les esprits aiment travailler donc dans un environnement pur, c'est un petit peu comme en magie aussi, on a purifié l'espace magique avant de tracer son cercle magique. Ici, il faut travailler également donc dans un environnement pur, comme on dit, et donc il faut purifier la hutte de sudation afin d'amener donc la bienveillance des esprits et ces énergies cosmotelluriques. Et donc c'est important donc de purifier l'atmosphère de cette hutte de sudation, car les esprits aiment également travailler donc dans un environnement pur. Et là, le tabac qui est fumé donc par des pipes sacrées, certains diront qu'allumer de la paix, on peut dire pipe sacrée tout court, va bénir la terre. Et le tabac est aussi offert donc aux 4 directions ainsi qu'au ciel et à la terre. Et les participants, ils sont assis en cercle dans la hutte de sudation et chacun à son tour de rôle donc fait le tour du cercle en offrant donc des prières et en offrant aussi des remerciements et des louanges aux esprits formidables, aux grands esprits, aux grands mystères et au ciel Père et à la terre Mère. Et l'homme médecine est assis donc à l'entrée et c'est lui qui commence donc le cycle des prières. Enfin, donc quand tout le monde a offert ses prières, eh bien là l'homme médecine appelle les esprits et alors des choses incroyables et magiques peuvent se produire dans la hutte de sudation, des choses que je peux peut-être pas partager avec vous dans l'émission pour éviter donc de sombrer dans la profanation inutile, mais dites-vous bien que tout peut arriver donc au niveau de la magie et des choses peuvent se produire dans la hutte de sudation qu'on pourrait même pas s'imaginer. Et alors aussi, cette hutte de sudation, vu qu'elle est considérée comme un grand utérus cosmique, elle symbolise aussi la renaissance. Et là, la renaissance, c'est quoi? C'est le passage dans la hutte de sudation qui est prévu donc comme une nouvelle naissance. Cette loge symbolise donc les différents mythes de la terre-mère et la loge est considérée donc comme un ventre d'où on renaît. On va y renaître donc de manière différente, on sera différent quand on va en sortir. Donc un ventre où on renaît différemment, où on a purifié son âme et reçu justement le conseil des esprits. Donc c'est le premier cycle de l'initiation qui se fait justement par l'âme purifiée et par les conseils des esprits. Godmantica en podcast. Il est déjà
malheureusement, donc 22h59, temps pour nous de rendre l'antenne. L'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter donc le replay de l'émission, celui-ci sera rediffusé donc mercredi après-midi de 14h à 16h sur Witches Radio. Ça sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'émission, qui ont pu écouter qu'une partie de l'émission, qui ont envie de la réécouter ou de la découvrir, et même de redécouvrir ou de réécouter les musiques, eh bien, soyez au rendez-vous. Donc tous les mercredis après-midi de 14h à 16h, il y a une rediffusion donc de l'émission Godmantica du vendredi soir précédent. Alors je vous rappelle aussi que demain, donc samedi soir de 22h à 24h, donc de 22h à minuit, on retrouve donc notre charmante Alina de Brocéliande dans les murmures du chaudron, qui vous a préparé encore des murmures chaudronnés. Vous allez voir que les effluves du chaudron vont vous amener dans un univers magique, vont vous parler de plein de choses bien étranges et vous initier donc au culte des sorcières. Et on retrouve également donc samedi matin donc Alina de Brocéliande dans le réveil des sorcières, donc de 10h à midi. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je suis content de voir que vous êtes très actifs, non seulement sur le chat, mais également donc sur la boîte mail. Et je vous rappelle donc si vous pouvez retrouver donc des anciennes émissions Godmantica aussi bien sur Witches TV et également donc sur mon site perso Wicca Podcast Godmantica à l'adresse donc wiccaradio.net. Et sur ce site même, on peut entrer donc dans ce que j'appelle le Coven Witch Channel, que le tout premier réseau social donc pour les sorcières donc francophones de toute la planète. Ben voilà, l'émission se termine. Je vous dis au revoir, belle nuit, restez à l'écoute de Witches Radio parce que la musique elle continue non-stop toute la nuit bien sûr. Et je vous dis à vendredi prochain. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Retrouvez tout l'univers de Godmantica en podcast sur wiccaradio.net. Mandala Chakra. Godmantica.